Yes, top départ, nous y sommes. C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire à destination de l'Islande. Et merci pour votre présence aujourd'hui. Bienvenue d'abord et avant tout à nos passagers habitués de nos itinéraires. Ravi de vous retrouver. Bienvenue aussi aux professionnels du tourisme qui sont avec nous aujourd'hui, aux professionnels du voyage et de la mer, agents de voyage. Merci pour votre présence et bienvenue aussi aux curieux. Certains parmi vous se sont connectés pour trouver des réponses à leurs questions sur la destination, sur l'Islande, curieux du lieu ou encore curieux de la compagnie Ponant, de nos navires et de nos itinéraires. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce voyage. Avant tout, permettez-moi quelques rappels pratiques. Premièrement, si vous nous entendez mal, assurez-vous que le son de votre appareil soit suffisamment réglé. Si vous êtes sur un ordinateur portable, il se peut que le son ne soit pas au maximum. De même pour vos smartphones. Si jamais vous nous perdiez, si la connexion était instable de votre côté ou d'une autre, et si nous étions déconnectés, vous pouvez toujours nous rejoindre en relançant le lien que vous avez reçu par mail ou en cliquant sur « Reconnecter » affiché en rouge en haut de votre écran en cas de déconnexion. J'en profite pour vous signaler que nous avons aujourd'hui des internautes connectés, bien sûr, depuis la métropole française, en grand nombre, mais aussi connectés depuis la francophonie suisse, luxembourgeoise. Nous avons des compatriotes belges que je salue chaleureusement. Je suis moi-même connecté depuis le sud de Bruxelles, où il ne fait pas très beau, ce qui est rare chez nous, bien sûr. Nous avons des internautes connectés outre-mer ou encore au Canada. Nous saluons nos habitués québécois. Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence. Une dernière chose avant de vous présenter nos invités d'honneur aujourd'hui. Je vous rappelle que dans la foulée de cette présentation, nous publierons sur la chaîne YouTube de Ponant cette présentation en intégralité. Vous pouvez la voir, la revoir, l'apprendre par cœur. Pourquoi ? Bien parce que demain, dans l'après-midi, vous allez recevoir un mail avec un récapitulatif de notre rencontre d'aujourd'hui et puis surtout une invitation à participer à un quiz. Quelques questions vous seront posées et si vous y répondez correctement, vous pourriez être tiré au sort pour remporter une croisière pour 2 personnes offerte en Islande ou ailleurs, c'est à voir, bien sûr. Alors encore une fois, merci à toutes et à tous. Accrochez la ceinture. Je vous propose, sans plus tarder, de faire un tour de table. Premièrement, nous avons avec nous, pour nous guider aujourd'hui, le commandant Quentin Dubois, commandant sur la compagnie depuis de longues années, mais aussi commandant de la flotte. Bonjour commandant, comment allez-vous ? Bonjour Florent, je vais très bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, comme vous le disiez, j'ai longtemps commandé des navires à passagers. Je suis chez Ponant depuis de nombreuses années maintenant. Et depuis janvier, j'ai eu l'honneur d'être nommé commandant de la flotte. Et donc, je suis avec vous depuis Marseille, au siège de la compagnie. Où la température est certainement nettement supérieure à la température bruxelloise. Merci pour votre présence, commandant. On est ravis de vous avoir et vous nous apporterez certainement un nombre d'éclairages, entre autres pour la partie liée à proprement parler à la navigation et certainement à la réalité opérationnelle de nos itinéraires. Avec nous aujourd'hui, docteur en glaciologie, mais aussi chef d'expédition dans les régions polaires et entre autres sur certains de nos itinéraires. Jean Krug, bonjour Jean. Bonjour Florent, bonjour commandant. Bonjour à toutes, bonjour à tous aussi. Effectivement, je suis glaciologue de formation. Ça fait maintenant depuis 2016 que je navigue avec Ponant. J'ai commencé comme guide en Antarctique, au Groenland, et puis maintenant, depuis 2022, chef d'expédition aussi. Je reste encore guide parce que voilà, c'est pas le même métier et c'est toujours aussi intéressant. Eh bien, on est ravis de vous avoir. J'ai pas encore eu la chance de naviguer à vos côtés, Jean. En revanche, j'ai navigué avec le commandant Quentin Dubois il y a quelques années. Content de vous retrouver, commandant. On va passer à la suite et nous profiterons de vos éclairages tout au long de ce voyage. Jette un coup d'œil au programme. Pour aujourd'hui, nous passerons à peu près 1 heure ensemble. Nous aborderons bien sûr dans un premier temps la région et la destination qui nous occupe aujourd'hui. Pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier, nous avions navigué en Atlantique avec quelques escales dans l'archipel des Bijagos, aux Canaries, au Cap-Vert ou encore à Madère. Aujourd'hui, un archipel, une région résolument plus blanche avec l'Islande. On va parler des trésors de faune, de flore, de culture
de l'Islande. On va ensuite aborder les itinéraires qui s'y intéressent, à bord des navires Ponant, différents types de navires et différentes dates. On vous rappellera ensuite, pour ceux qui découvrent la compagnie, les offres et les avantages Ponant. Et enfin, nous vous proposerons une session questions-réponses selon le temps restant. J'en profite pour vous signaler que sur la droite de votre écran, vous avez un volet conversation. Ce volet conversation ou chat vous permet à tout moment d'interagir, de publier vos commentaires et surtout de poser des questions. Nous avons en coulisses Nina et Rémi qui font partie de la réservation au siège à Marseille. Ils nous lisent et vous lisent en direct, tenteront de vous répondre si vos questions le permettent. Si parmi vos questions, il y a des questions qui impliquent plus de recherche, plus d'enquête, ils vous reviendront ou leurs collègues plus tard avec des éléments de réponse. Donc, on vous invite évidemment à utiliser sans limitation cette barre de conversation. Et on va tout de suite embarquer pour ce voyage. L'Islande, trésor de faune et de flore. Et on va débuter avec vous, chers auditeurs, une question qui semble simple, mais qui ne l'est pas. Selon vous, est-ce que l'Islande fait partie ou non de l'Arctique? Alors, je vous propose de façon très intuitive de répondre à cette question vous-même depuis votre appareil, smartphone ou ordinateur portable. La réponse n'est pas aisée. L'Islande fait-elle partie ou non de l'Arctique? Alors, on va aborder la carte dans un instant. Commandant, vous débuterez en nous positionnant dans l'espace. En attendant, pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, voyez la différence pour commencer entre l'Arctique et l'Antarctique. Arctique, au nord, vient de Arctos en grec, qui signifie l'ours, alors que Antarctique, vient de Anti et Arctos, donc pas d'ours dans le sud, en Antarctique, des ours en Arctique, c'est le nord et le sud. Vous voyez, comme la question était difficile, nous avons à ce stade 47%, 48%, oui, 50%, 51% pour le non. Pas évident. Commandant, positionnez-nous sur le globe. Alors, en effet, comme vous le disiez, Florent, l'Islande, c'est au nord. Donc, on est en Arctique. Mais il y a des petites subtilités en fonction de... Donc, on a une définition purement politique. L'Arctique concerne 8 pays et l'Islande n'en fait pas partie. Ces pays sont la Norvège, le Groenland, la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark, la Suède et la Finlande. Donc là, sur cet article-là, pas d'Islande. En revanche, la définition géographique, elle, se fait par le cercle polaire de l'hémisphère nord et il inclut l'Islande via l'île de Grímsey. L'île de Grímsey est la seule partie habitée islandaise qui est située dans le cercle polaire arctique. Tout le reste de la grande île islandaise ne fait pas partie de ce cercle arctique, mais par la présence de cette île de Grímsey qui est au nord de l'île principale, eh bien, l'Islande peut être considérée comme un territoire arctique. La définition écologique et météorologique, alors là, on va rentrer dans le détail, on va parler de la ligne isotherme des 10 degrés en juillet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, grosso modo, c'est une ligne qui a été définie par des prises de température. Peut-être que Jean en dira un peu plus que moi dans le détail, mais par les prises de température historiques. Et on peut dessiner la ligne où il fait toujours 10 degrés en juillet et qui définit également l'absence de croissance des arbres. Et dans ce cas-là, il y a une partie de l'Islande qui est également considérée comme territoire arctique. Il y a aussi la partie de l'ONU qui est un découpage en 3 zones principales, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, en fonction de multiples influences. Voilà concernant l'Islande et l'Arctique. Merci, oui. Commandant. Et comme oui, Jean, vous vouliez ajouter autre chose ? Ouais, si je peux me permettre une petite anecdote pour ceux qui sont déjà ou qui ont eu la chance d'aller en Islande ou qui auront peut-être la chance de se rendre en Islande, pas loin de Reykjavik.
vous avez une petite forêt, un tout petit coin de forêt, hein, ça doit faire 200 mètres sur 200 mètres. Et c'est un coin qui est très important pour les Islandais parce que c'est là où chaque chef d'État, notamment qui se rend là-bas, va planter un arbre. Donc nos présidents ont aussi eu l'occasion de planter des arbres. Et en fait, ça fait aussi suite au fait qu'il y a beaucoup de bois qui a été utilisé pendant des siècles et des siècles en Islande. Et comme vous l'avez dit, c'est un climat qui est très rigoureux. Donc les forêts ont été particulièrement détruite en Islande. Et là, il y a vraiment un effort qui est fait maintenant pour essayer d'améliorer un peu et de redonner une certaine vigueur à ces écosystèmes. Une façon de payer la dette. Intéressant. En somme, oui. Merci Jean. Comme vous le voyez, ce cercle polaire arctique est un océan entouré de terre, à l'inverse, encore une fois, de l'Antarctique, qui est un continent entouré d'eau. Et on le disait en préambule, l'Islande, c'est une richesse de faune et de flore, avec quelques illustrations ici. Jean, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette faune unique ? Oui, alors on est effectivement à la limite de l'Arctique, sur la frontière, et du coup on va trouver aussi bien des animaux qui fréquentent généralement nos régions tempérées, que des animaux qui sont complètement adaptés aux conditions polaires. Alors oui, là on voit un foulbassan, un renard arctique, des sternes, le fameux macareux, qui est quand même l'emblème de l'Islande. D'ailleurs, il y a les macareux, vous les trouvez partout là-bas, hein. Moi, j'ai acheté des chaussettes macareux. Alors que je ne vous dirai pas si je les porte aujourd'hui parce que voilà, je vais pas montrer mes pieds, mais sachez que des macareux, on en voit absolument partout. En tout cas, on a aussi des grandes chances. Il y a plein d'endroits, on en reparlera, où on peut les voir en Islande. Et les baleines, effectivement, également. Je voulais juste, quand j'ai vu cette image, là, j'ai repensé au sterne. La sterne arctique, c'est quand même un animal, mais extraordinaire, parce que c'est quand même le seul animal qui fait chaque année la migration de l'Antarctique au Groenland. Et au cours d'une vie, une sterne va faire à peu près 800 000 kilomètres, ce qui est quand même globalement l'aller-retour jusqu'à la Lune. 800 000 kilomètres. Impressionnant. Impressionnant. Voici quelques paysages parcourus. Est-ce que vous pouvez nous les situer, nous en dire un peu plus ? Ouais, alors globalement, c'est une région qui est très désertique. On est vraiment, c'est une région qui est volcanique aussi. On est sur la dorsale médio-atlantique, donc qui est cette grande dorsale qui sépare globalement l'Amérique, les continents américains des continents européens et africains. Et cette dorsale, elle passe par l'Islande. Et donc, on se retrouve en Islande avec beaucoup de résurgences magmatiques. Il y a beaucoup de volcans. Il y a eu des éruptions jusqu'à récemment, hein. On en a même entendu parler dans les journaux. Et comme c'est un territoire qui est arctique aussi, on a des températures froides et on forme des calottes glaciaires. Alors, c'est pas des calottes polaires comme on peut avoir au Groenland ou en Antarctique, mais c'est des calottes glaciaires, donc qui sont un peu plus petites, mais c'est quand même de la glace pérenne qui reste là toute l'année. Et ces glaciers, du coup, s'écoulent aussi. Des fois, ils surplombent des volcans. On aura l'occasion d'en reparler. Et tout ça, ça fait un mélange qui est assez très original. Et notamment, c'est grâce à ces paysages glaciaires qu'on voit et qu'on retrouve les fjords qu'on peut voir sur ces photos. Alors des fjords, il y en a aussi beaucoup. C'est une des richesses de l'Islande. Les fjords se forment quand un glacier vient s'écouler dans une vallée et que au réchauffement à l'interglaciaire, en l'occurrence nous c'était il y a 10 000 ans, le glacier s'en va, l'océan monte, l'eau rentre dans la vallée et remplit cette vallée. Ça fait donc des fjords, des vallées qui sont très profondes, qui sont vertigineuses et qui sont absolument magnifiques. Oui, tout à fait. Paysage à couper le souffle, et on devine l'un de nos exploreurs en bas, au milieu. Oui, peut-être est-ce le Bello, commandant, vous avez navigué sur le Bello ? Oui, j'ai longtemps navigué sur le vélo. C'est un petit peu mon chouchou, il faut bien l'avouer. Et en effet, j'ai passé 2 saisons en Islande avec le vélo, donc c'est très certainement le vélo que l'on peut admirer sur ces fantastiques photos de fjords qui, en effet, hein, l'entrée dans les fjords est toujours époustouflante au matin. C'est assez extraordinaire à admirer. Et vous faites bien de dire d'ailleurs, commandant, que
Le matin, je crois que c'est aussi, enfin vous pourrez le confirmer, c'est aussi un atout d'y venir en bateau, c'est que on peut y aller tôt le matin, et je pense notamment au fjord de Dingandi qu'on voit en bas sur cette image. C'est un lieu qui est accessible aussi par la route, mais c'est long. Et du coup, les cars qui viennent de Reykjavik ou qui viennent d'Islande, avec des passagers aussi, arrivent plus tard dans la matinée, ce qui fait qu'on bénéficie souvent d'excellentes conditions quand on peut mettre le bateau juste à côté. Tout à fait, et on a les conditions de lumière qui sont assez particulières au petit matin, et ce qu'on ne peut pas admirer quand on vient de Reykjavik en bus à plusieurs heures de là. Donc vraiment l'entrée dans les fjords est spectaculaire. Oui, comme souvent, la mer est probablement la meilleure façon d'aborder cette destination. Comme toujours. Souvent, ouais, que par les airs et la route. Et voici les fameux geysers qui alimentent l'imaginaire collectif. Est-ce que vous pouvez me donner quelques explications l'un ou l'autre sur ces geysers, leur fonctionnement? Alors, je peux donner 2-3 mots. Ces geysers, donc on a en fait des zones qui sont remplies d'eau, mais qui sont aussi directement reliées à l'activité volcanique et magmatique qui se trouve en bas. Et on a régulièrement des poches de gaz sous pression qui s'accumulent, et à intervalles réguliers, et ben ces poches, elles explosent, elles remontent à la surface de manière très rapide, et ça propulse toute cette eau qui est au-dessus. Donc ça en fait de l'eau qui est, c'est très impressionnant, ça peut atteindre 20 mètres pour les plus hautes, même pas très loin de Reykjavik. C'est une très belle attraction, c'est des couleurs qui sont dingues, c'est aussi une odeur, parce que voilà, on a cette odeur très caractéristique de ces endroits-là, de ces endroits volcaniques. Alors là, petit conseil pour celles et ceux qui potentiellement se rendent là-bas, faites juste attention au sens du vent, parce que en fonction de là où vous vous mettez tout autour du geyser, si vous êtes sous le vent, vous allez être rincé toutes les 8 minutes. Donc voilà, bonne stratégie, c'est de regarder un petit peu de loin, regarder où se mettent les gens, et vous ajuster en fonction. Merci Jean pour ce précieux conseil. Et alors, on entend souvent parler de ces sources thermales. Commandant, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous baigner en Islande? Oui, je vais être complètement honnête avec vous, Florent. Oui, et je suis un grand fan de toutes ces sources thermales, que ce soit pour les passagers. Je vais être honnête avec les membres d'équipage, c'est un vrai bonheur de se relaxer dans ces sources thermales. J'ai même des bonnes adresses pour les passagers qui me les demanderont. J'ai mes sources. C'est absolument extraordinaire. Là, si je ne m'abuse, c'est une image du Blue Lagoon, du Lagon Bleu, qui est finalement un spa à ciel ouvert qui propose toute l'année, imaginez des baignades à 39 degrés. Ça varie d'un demi-degré plus ou moins, mais tout au long de l'année, vous pouvez vous délecter dans une eau à 39 degrés. Alors, au Blue Lagoon, ce n'est pas une origine naturelle. En fait, il s'agit d'un excès d'eau chaude qui est utilisé dans une centrale électrique et qui ensuite est réutilisé donc dans ce Blue Lagoon. Mais je vous assure, il n'y a absolument aucun danger à ce niveau-là. Et c'est vraiment une des meilleures façons de se relaxer. Il suffit de regarder la photo de gauche. Vous pouvez admirer les montagnes au loin ou parfois plus près, selon les sources thermales que vous aurez choisies, sous un ciel absolument extraordinaire et dans une eau bleue. Les photos sont pas retouchées. C'est vraiment extraordinaire et je pense que c'est une des choses à faire en Islande. Il y en a de nombreuses, mais celle-ci est incontournable. Il faut absolument cocher la case. Rendez-vous pris, commandant. Merci. Et je vous confirme, en effet, on m'informe en coulisses que la température officiellement de l'eau au Lagon Bleu se situe entre 30 et 40 degrés Celsius. Donc, à ne pas louper. Vous avez également un petit bassin à côté qui est à 2 degrés. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est moins drôle. Ouais. Bon, moi, je suis rentré jusqu'aux genoux. Défi relevé, Florent, pour la prochaine fois. C'est très bien. C'est très bien. On verra si on peut faire mieux l'année prochaine. On va parler, pour le coup, des itinéraires qui vous permettraient de vous rapprocher de l'Islande à bord des navires Ponant. Certains d'entre nos auditeurs aujourd'hui les ont déjà découverts. Avec ce premier itinéraire qui est une circumnavigation. Entendez un tour complet de l'Islande au départ de Reykjavik, retour
à Reykjavik, un départ à bord de l'Austral, l'un de nos navires Sister Ship, LBS. C'est un itinéraire en 9 nuits, 10 jours, départ le 27 juin 2026. C'est un itinéraire qui vous emmène effectivement à la rencontre de tous ces paysages, de presque tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, à la limite du cercle polaire, à la découverte d'une nature sauvage et grandiose, avec la visite possible de Reykjavik, sauf erreur, avant ou après la croisière. On est sur ce que nous appelons un pré- ou post-croisière, une excursion incluse dans votre séjour, à condition que vous la choisissiez, et qui prend place avant d'embarquer à bord ou avant de reprendre l'avion. Et vous aurez durant ce voyage évidemment tout un tas d'escales qui, je le rappelle, sont organisées par l'équipe excursion à bord, avec là encore une excursion incluse par personne et par escale. Donc pour informer les passagers qui connaissent la compagnie depuis de longues années, Ponant réinvente véritablement l'expérience à bord durant les voyages. Pour la grande majorité de ces itinéraires, s'il est question d'excursion, dans de plus en plus de cas, et bientôt la majorité des cas, sur les escales, vous aurez presque toujours la possibilité de choisir une excursion qui est incluse dans votre voyage, accompagnée, organisée, guidée par l'équipe d'excursion à bord d'une part, et puis les guides, évidemment, les guides officiels de la destination. C'est le cas sur cet itinéraire de 10 jours autour de l'Islande. Alors évidemment, encore une fois, on parle des paysages à couper le souffle, hein, des glaciers, fjords, plateaux volcaniques, colonnes de basalte, on les verra dans un instant, falaises découpées, nombreux geysers, chutes d'eau, champs de lave, etc., etc. C'est le premier itinéraire que nous voulions vous présenter. Avec quelques images dont vous pouvez peut-être nous parler, Jean. Oui, là c'est le premier, on est sur le premier arrêt au sud de l'Islande. Alors on parlait tout à l'heure de paysages contrastés, de restes volcaniques évidemment, mais aussi très colorés parce qu'on est quand même dans une région qui est très humide. Là on est dans l'archipel des îles Vestman, donc au sud de l'Islande. Et ici donc on s'arrête souvent aux alentours de Heimaey, qui est une petite île, la seule île habitée d'ailleurs de cet archipel. Et donc on est vraiment entre ce mélange de volcans qui sont juste à côté, ces couleurs d'herbes bien vertes et bien brillantes. On a un mélange de plages, on a des falaises, on a plein de choses à faire. C'est aussi, je crois, un endroit qu'on appelle la petite Pompéi, ou en tout cas la Pompéi d'Islande, parce qu'il y a eu une éruption volcanique assez importante en 1973. Et d'ailleurs, on peut revoir revisiter un petit peu cette expérience avec un musée qui a été installé et qui est assez bien fait. Si je peux ajouter quelque chose, Florent, sur Heimaey, pour les amateurs, je dirais, de navigation, la photo qu'on voyait juste avant ne rend pas hommage à Heimaey, à mon sens, même si elle est magnifique. Pour les amateurs de navigation, je précise que l'entrée dans le port d'Eimaey est certainement la manœuvre la plus compliquée que j'ai été amené à faire dans ma carrière. Si vous avez la chance d'y être, vous verrez que le navire doit se retourner dans un tout petit port de pêche et il y a à peine 12 mètres devant et 12 mètres derrière. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Et juste à l'entrée du port, vous longez ces falaises de basalte et vous tendez la main de votre balcon et vous touchez presque les falaises. Donc, en fonction de l'heure d'arrivée dans le port, je vous invite tous à aller admirer cette extraordinaire manœuvre. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on tâchera de ne pas griffer la peinture, commandant. Magnifique. Et voici donc les fameux macareux qui sont pas bien coiffés aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bah, du coup, ces fameux macareux, les macareux moines dont on parlait en introduction, donc c'est vraiment les oiseaux, l'emblème de l'Islande. Ils passent la plupart de leur temps en mer, ces oiseaux-là, et ils sont à terre pour la reproduction. Alors, généralement, ils nichent, ils creusent un terrier ou ils font quelque chose plutôt en haut, sur le haut des falaises. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de voir depuis les navires ou depuis la terre. C'est des oiseaux qui sont assez
assez hallucinant parce que, alors, ils pêchent, ils chassent sous l'eau et ils se nourrissent de, alors, plusieurs choses, des petits poissons, des petits mollusques ou des petits crustacés, ça dépend un peu en fonction de ce qu'ils trouvent, mais leur bec peut retenir jusqu'à 60 proies en une fois. Donc ça paraît petit, mais pourtant ça a une sacrée capacité. Et cette couleur rouge là, elle est très particulière, elle est clairement visible pendant la période nuptiale. Donc c'est à peu près la période où évidemment nous aussi on se rend en Islande. Donc c'est l'occasion aussi pour voir des belles parures sur ces oiseaux-là. Ensuite les petites plaques orange généralement tombent et le bec devient plus terne. Magnifique. Ce sont des oiseaux effectivement absolument magnifiques. Voilà encore un décor somptueux. Les cascades que j'ai peur de prononcer, Gullfoss, c'est correct? Gullfoss. Tout à fait ça. Dans le cercle d'or. Lors de l'escale de Grundarfjörður, qui est de nouveau une très très belle arrivée dans le fjord de Grundarfjörður, on en parlera un peu plus tard. Et depuis cette escale, vous pourrez aller admirer la fameuse chute d'or. Donc c'est le petit surnom qui a été donné à Gullfoss. J'ai eu la chance d'admirer les chutes du Niagara, j'ai eu la chance d'admirer les chutes d'Iguassou. Eh bien, Gullfoss est tout à fait sur le même rang. C'est absolument spectaculaire avec des couleurs étincelantes qui sont produites par les rayons du soleil qui viennent jouer dans ces gouttelettes, des arcs-en-ciel, des éclaboussures d'eau. Ces impressionnantes colonnes de vapeur qui montent parfois très très haut dans le ciel. Gullfoss est à voir, à mon sens, c'est un incontournable et il fait partie du fameux circuit touristique du Cercle d'Or. Ouais, si je peux rajouter un point là-dessus, il y a sur cette photo on distingue des gens tout au bout près du début de la cascade. Il y a un chemin aussi qu'on voit pas là-dessus mais qui passe en dessous de cette petite pente herbeuse et donc en fait on a vraiment l'occasion de marcher le long de la cascade. Et on est vraiment pris dans le bruit, ça tambourine, c'est humide évidemment, mais c'est vraiment très très impressionnant. Magnifique. Magnifique, ça donne envie. Ça donne envie et voici, j'allais le lire, je ne prendrai pas ce risque. Jean, je vous laisse l'honneur. Je crois que c'est Grundarfjörður. Alors, comme je le dis parfois, je pense nous sommes incapables de prononcer convenablement les noms islandais. Donc, je prends le risque de me tromper en sachant que je ne suis pas islandophone. Mais oui, c'est donc là on est toujours sur l'ouest de l'Islande. On est sur donc toute cette péninsule de Grundarfjörður qui est assez connue, mais il y a tout un tas d'endroits assez beaux, assez discrets. Alors là sur cette photo on voit une belle église noire. C'est aussi un coin où il y a plein de jeux de couleurs dans les maisons. Quand vous vous promenez, vous voyez vraiment toutes les maisons sont de couleurs différentes. Ça en fait quelque chose de très chatoyant. C'est dans des paysages verdoyants. On a vraiment des nuances qui sont assez folles. Alors après, en fonction des saisons, c'est vrai qu'on n'a pas trop encore eu l'occasion d'en parler, mais on est aussi on est au bord de l'Arctique et du coup, on a potentiellement, quand il y a de la nuit, la possibilité de voir des aurores boréales. Voilà. Donc évidemment, si c'est le jour, c'est plus compliqué, mais pendant la nuit, c'est quelque chose qui peut se faire et surtout qu'on est actuellement dans une période d'activité solaire assez forte et ça devrait durer encore 1 ou 2 ans. Avis aux amateurs d'aurore boréale. Oui, c'est noté. Alors, à la grande question des passagers, futurs passagers, est-ce qu'on est sûr de voir des baleines, commandant? On n'est jamais sûr à 100% de voir des baleines. Ce n'est pas possible d'affirmer ça. Je n'ai pas encore le moyen de contrôler la faune, malheureusement. Mais on a quand même de grandes chances d'en voir. Sur une croisière d'1 semaine ou 9 jours, quand on a vu tout à l'heure. Si on n'en voit pas, c'est vraiment pas de chance. Et on peut en voir même parfois très près des ports, comme le signalait tout à l'heure Jean. Les fjords ont été creusés par ces glaciers. Et donc, on voit bien, dans la région montagneuse, on voit cette tranchée dans la montagne, mais il faut imaginer qu'en fait, c'est la même chose sous l'eau et que les côtes tombent à pic. Et donc, en fait, à très petite distance des côtes, on a déjà parfois 300, 400, 500 mètres de fond.
Et donc, en fait, les baleines viennent jusque-là. Et il n'est pas improbable, je l'ai même assez souvent vu, quand on arrivait dans certains ports. Le pilote était déjà à bord, donc je vous dis, on est vraiment près de l'entrée du port. Et en fait, on est accompagné par un ou deux baleineaux qui viennent jouer le matin devant l'étrave. Il y a des régions en Islande où on a beaucoup plus de chances d'en voir, même si c'est globalement un peu partout. La baleine à bosse que l'on voit ici, très joueuse, qui nous offre réellement des spectacles. On peut la voir tout autour de l'île. J'ai eu la chance à plusieurs reprises d'admirer, oui c'est vraiment le terme, des orques. Des gros groupes d'orques. Il y en avait même un avec des jeunes. Ouais, c'est des choses qui marquent. J'ai dû stopper le vélo parce que j'étais entouré d'orques. Et donc, je ne voulais plus les déranger. Donc, j'ai stoppé le navire. Alors, bizarrement, là, les passagers n'ont jamais rien dit. Ils ont apprécié tout autant que moi le spectacle de ces orques autour du navire. On a énormément de petits rorquals. C'est surtout ceux-là qu'on va retrouver près des côtes. Et puis beaucoup de dauphins, et le dauphin dans la région qui est le plus répandu, c'est le dauphin à bec blanc, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est également là-bas où j'ai vu ma seule grande baleine bleue, c'était dans le nord de l'Islande. Donc, oui, on a quand même de grandes chances d'en voir. Ah, vous avez eu de la chance, parce que moi, j'ai jamais vu de baleine bleue, pour le coup. Voilà, et c'était ma première saison, j'étais sur la deuxième croisière en Islande. Et par contre, là, c'est vrai que c'est important de le préciser. Ce que vous dites, c'est que, évidemment, quand on tombe sur des baleines ou sur des mammifères marins ou quoi que ce soit, on essaye autant que possible de faire une observation, d'arrêter le navire quand c'est possible. Moi, j'ai même souvenir que l'été dernier, j'étais en train de travailler au bureau expédition, donc on n'a pas de hublot. Et puis à un moment, on sent que le navire tourne, et puis ça a duré longtemps. Puis à un moment, on se dit, mais c'est pas possible, on s'est planté, le commandant sait pas trop où il faut aller, tout ça. En fait, pas du tout. Il y avait simplement des orques et des baleines autour du navire, et ça a duré 1 heure. Et finalement, c'est quand on a repris la route que j'ai décidé d'aller voir, et c'était trop tard. Donc voilà, ne ratez pas cette occasion si vous avez la chance d'en voir. C'est vraiment époustouflant comme spectacle. Oui, absolument. Et conclusion, passer un maximum de temps, comme toujours, et surtout sur ces itinéraires d'exploration, sur les ponts extérieurs, au salon observatoire, pour profiter de la moindre opportunité. Nos navires de petite taille nous permettent vraiment de faire de ces rencontres des moments privilégiés. Les commandants, les chefs d'expédition, en général, ont tout de suite le réflexe d'offrir ce moment, dans la mesure du possible, aux passagers, de s'arrêter. Et puis, on demande vraiment à ceux qui connaissent pas encore nos voyages d'avoir cet état d'esprit ouvert à l'opportunité, d'être capable de s'adapter aux conditions météorologiques, de remettre en question les escales, l'ordre des escales, le but étant toujours d'offrir la meilleure expérience possible, ce qui ne serait pas possible, bien sûr, sur des navires plus grands, à bon entendeur. Alors, on va s'attaquer, si je puis dire, à l'itinéraire suivant, l'itinéraire pratiqué, entre autres, nous le verrons dans un instant, parce qu'il est pratiqué par 2 autres navires aussi dans l'année, par l'Austral, sur lequel j'avais le plaisir de me trouver il y a quelques mois. Il fait cet itinéraire d'1 semaine, 7 nuits et 8 jours en juin 2026 et juillet 2026. Donc, vous avez largement le temps de planifier, de prendre congé. C'est un itinéraire, encore une fois, qui vous permet d'aborder l'Islande à de nombreux égards, avec nombre de rencontres paysages, faune, flore, culturelles. J'en profite pour jeter un œil ici à mes notes et ne rien oublier pour cet itinéraire. Cet itinéraire qui sera pratiqué, sauf erreur, là encore en juillet, et un seul itinéraire en août par le La Pérouse. Et sur le fameux Bello, votre navire commandant, le Bello qui prendra la mer le 25 mai 2026. Et cette croisière-là, pour les passagers qui les ont connus ou qui en seraient curieux, ce sera une croisière radio classique. Une croisière radio classique avec la présence de Monsieur Alain Duhaut et d'un certain nombre d'invités d'honneur, musiciens ou artistes de grand nom à bord, pour profiter en plus de l'itinéraire de concerts assez privilégiés tous les soirs de votre voyage. C'est une semaine qui vous permet de voyager sans supplément single. S'il y a des passagers qui souhaitent voyager seuls, c'est possible de le faire sur le La Pérouse et le Bello en 2026 sans supplément.
Voilà. On va passer à la suite avec quelques images. Ici, nous sommes de nouveau dans le lagon bleu dont vous parliez, commandant. Est-ce que vous avez eu la chance de vous baigner, Jean, dans le lagon bleu? Alors non, non, moi j'ai jamais eu la chance de m'y baigner. Alors je sais qu'il y a effectivement pas mal de petits coins comme ça qu'il faut connaître en Islande avec des sources où on peut se baigner. Moi j'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Euh, Par contre, je sais que c'est en Islande ils sont quand même très en avance sur tout ce qui est géothermie de manière générale. Ils puisent de l'eau en profondeur, ils font tourner pas mal d'installations comme ça, tout comme ils sont aussi en avance sur pas mal de questions de captage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, etc. Et en fait, notamment, là, c'est dans ces coins-là, ils appliquent ce qu'on appelle la géothermie, et donc ils vont forer en profondeur, et ils récupèrent de l'eau chaude qui circule en profondeur. Cette eau, on l'a dit tout à l'heure, elle peut amener à des températures de bassin à 30-40 degrés, mais cette eau, elle est captée quand même à 1000 mètres de profondeur. Donc 1000 mètres de profondeur, c'est vraiment loin. Je fais un parallèle très très terre à terre, mais quand on rénove une maison et qu'on veut mettre une pompe à chaleur de géothermie, bah on peut descendre à 300 mètres grand maximum. Donc 1000 mètres, c'est vraiment, on va chercher vraiment bien loin. On a de l'eau qui est très chaude et c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ajouterais également que l'Islande, grâce à cette géothermie, a une des électricités la moins chère d'Europe, puisque finalement ça devient quasiment gratuit pour eux. Et petit instant technique, si vous me le permettez, vous aurez la chance de découvrir le Lapérouse ou le Bélo à Reykjavik, branché à quai, puisque donc l'Islande nous propose le branchement à quai là-bas. Vous découvrirez un bateau qui, pendant la journée d'embarquement, n'aura aucune vibration puisque nous serons branchés au système électrique portuaire. C'est assez rare pour le signaler. Oui, oui, tout à fait. C'est un privilège, y compris sonore. D'autoroute. Alors, quelques images pour illustrer ces itinéraires, toujours autour de l'Islande, avec la péninsule de Snafelisnes. Snafelnes. Snafelnes. Slapenes. Vous y êtes allé? Moi non, je la connais de nom. Je sais qu'on est c'est la partie ouest de l'Islande et elle est très connue. Alors moi en tant que glaciologue parce que il y a donc je parlais tout à l'heure de volcanisme et de calottes glaciaires et de glaciers posés sur des volcans. Dans ce secteur-là, on a un glacier assez emblématique, le Snæfellsjökull. Alors Jökull en islandais c'est le terme glacier. Donc voilà, ça termine par Jökull, c'est que c'est un glacier. Et notamment, on a à cet endroit-là ce qu'on appelle un stratovolcan, c'est-à-dire qu'on a le volcan et il est surmonté d'une calotte glaciaire et ça grimpe à 1500 mètres d'altitude et c'est assez impressionnant. On peut le voir de loin sans trop de difficultés. Oui, c'est celui que nous avons ici à l'image alors. Alors non, c'en est un autre, je crois, puisqu'il est recouvert d'un glacier. Celui-ci, il est un petit peu plus loin. Je crois qu'il est un petit peu plus à l'intérieur des terres, me semble-t-il. Oui, celui-ci est accessible par l'escale d'Akureyri, il me semble. Oui, c'est ça. D'accord. Exact. Voilà. Précédemment, c'était sur l'escale de Grundarfjörður. Au pied, cette escale, en fait, le navire sera amarré au pied du volcan Kirkjufell et que vous pourrez admirer en entrant dans la baie de Grundarfjörður. C'est vraiment un cône qui est, on le voyait sur la photo, un cône vert qui s'élève depuis quasiment la mer et la nature verdoyante autour. Et donc on a quand même la possibilité de venir se promener ensuite vraiment au contact de ces volcans, d'aller se promener sur les restes, sur des champs de lave, d'aller vraiment tâter cette roche qui est très très jeune. Et ça, c'est une chouette expérience à faire aussi. Oui, je le rappelle, sur ces itinéraires, les derniers que nous avons cités, encore une fois, à chaque escale, au moins une excursion vous est offerte et donc est organisée dans le but de vous amener au plus proche de ces endroits tout à fait emblématiques de la destination.
Et voici les fameuses chutes de Godafoss, de nouveau, commandant. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, Ouais. c'est depuis l'escale d'Akureyri, de nouveau les chutes de Godafoss. Bon, voilà, je pense que l'image parle d'elle-même. Les couleurs et la puissance de ces eaux suffiront à ravir les passagers. Ouais, ça donne Et, envie, effectivement. ouais, donc là, on a une sterne. J'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Mais donc, c'est vraiment, lui aussi, un oiseau migrateur emblématique d'Islande. Et lui, on le voit entre mai et août, à peu près. Donc, ça donne une bonne plage pour s'y rendre. Et voilà, petite histoire. Des fois, on dit que les sternes peuvent avoir un comportement agressif. Petite combine pour celles et ceux qui nous écoutent. Si vous vous approchez d'une sterne ou si une sterne vient près de vous et commence à faire ce qu'on appelle du dive bombing, c'est-à-dire qu'elle plonge en piqué comme ça, elles ont quand même un petit bec très acéré, donc ça peut faire mal. Et la solution, on met le poing au-dessus de la tête et on recule tranquillement dans la direction d'où on vient. Et ça marche à tous les coups. D'autres vous diront d'être accompagné par une personne plus grande que vous. Mais Florent et moi, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, nous sommes assez grands nous-mêmes et nous sommes toujours victimes de l'attaque des sternes. La sterne, nos marins ne les apprécient pas forcément, puisque on est en pleine saison. Les sternes, on peut être quasiment assuré d'en voir, et elles ont la très fâcheuse habitude de suivre nos navires, parce qu'elles utilisent simplement le vent qui est créé par le navire en déplacement. Nos marins, le matin, sont assez dépités de voir dans quel état elles peuvent nous laisser le navire pendant toute une nuit. Mais voilà, ça c'est... Eh oui, les risques du métier, commandant. Exactement. Alors, voici les îles du Nord avec Chopin. Alors ici, attention, premièrement parce qu'il s'agit d'un itinéraire un peu hybride au départ de l'Écosse à destination de l'Islande, passant par les îles Faroé, et puis un itinéraire particulier aussi parce que j'en parlais pour l'itinéraire précédent, à bord du Champlain en mai 2025, donc c'est finalement l'année prochaine celui-ci. Il s'agit d'un itinéraire musical, encore une fois avec la présence de Monsieur Alain Duhaut de Radio Classique, qui vous proposera à bord une ou deux conférences parmi ces conférences culturelles axées sur la musique et l'histoire, mais aussi vous présentera son plateau artistique des invités. En général, ils sont entre 6 et 8 des musiciens très souvent ou des chanteuses lyriques de très très haut niveau. Ce sont des moments privilégiés. Mariés au voyage, ça fait des souvenirs tout à fait exceptionnels. On va passer en revue quelques images de cet itinéraire avec l'Irlande du Nord et ces fameuses structures géologiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Jean ? Oui, tout à fait. Alors là, on est pas loin de Belfast. On est sur des sites classés UNESCO quand même. Faut le préciser. Et là, c'est ce qu'on appelle des orgues basaltiques. Alors en fait, c'est simplement c'est dû à la lave des volcans qui vient et qui se refroidit de manière très rapide. Donc on a un phénomène de trempe, un refroidissement thermique très fort. Et du coup, ça donne cette forme, la lave se contracte sous cette forme hexagonale. Alors, hexagonale parce que c'est le meilleur équilibre, en fait, en termes de contraintes géologiques. Et du coup, on a ces structures, ces orgues qui sont là, qui sont très belles. Alors, on peut en trouver un petit peu partout dans le monde, des orgues basaltiques. Elles sont pas souvent accessibles, elles sont pas forcément toutes aussi belles. Donc, c'est une occasion d'aller les voir. Ouais. Magnifique, on se croirait tout droit dans un film de science-fiction, Star Trek et autres. Belfast est en effet une très très belle escale. Alors, je vais être marin, mais Belfast reste une place assez extraordinaire. L'Irlande du Nord, pour nous, c'est quand même quelque chose qui nous est souvent très proche. Vous pouvez, en circulant dans les rues de Belfast, admirer et profiter de superbes pubs victoriens, typiquement l'image qu'on en a. Et je vais aussi parler d'une très belle excursion que vous pourriez faire, c'est la visite du musée du Titanic, qui est placé sur les anciens chantiers navals, là où ont été construits les navires. Pour ceux qui aiment l'histoire navale, je vous le conseille vraiment très fortement.
il est très bien fait. C'est noté. Merci. Merci, commandant. Et nous voilà aux îles Hébrides que vous avez déjà foulées de vos pieds, Jean? Alors celle-ci non, j'ai pas eu la chance. Et pourtant j'aimerais beaucoup parce que je sais que on est vraiment sur une origine viking hein, sur ces villes-là. Et ça, je pense que c'est très important de le préciser parce que tous les itinéraires dont on parle cet après-midi, en fait, on est sur les traces des Vikings. Et les Vikings, faut aussi savoir qu'ils sont bien loin des clichés des fiers combattants qui boivent le sang de leurs adversaires dans les crânes. Non, on n'en est pas là. Les Vikings, c'est avant tout des agriculteurs, c'est des gens simples qui se sont installés à partir de l'an 1000 globalement et qui petit à petit ont conquis depuis l'Écosse, sont montés en Islande, enfin Irlande, Islande, sont ensuite allés vers le Groenland. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on est vraiment sur des restes historiques et il y a aussi cet aspect-là d'histoire qui est très forte et très marquée dans ces croisières-là. Notamment à Stornoway sur les hybrides, vous avez vraiment, c'était un carrefour à cette époque, un carrefour de toutes les populations qui pouvaient se rencontrer. Donc les Vikings, toutes les personnes qui venaient du nord et puis celles qui venaient des îles plus anglo-saxonnes. Et vous avez vraiment un melting pot à cet endroit. On le retrouve typiquement dans les habitations et dans l'organisation des îles. Ah oui. Ouais. Ici, donc là, on est sur l'île Streymoy. Donc on est dans les îles Féroé. Donc on est à mi-distance à cet endroit-là entre l'Écosse et l'Islande. Et on sent qu'on change déjà d'ambiance. On est sur des décors qui sont encore plus verts, encore plus pluvieux aussi, parce que là on est vraiment en plein milieu de la mer. Donc on a forcément la météo qui va avec. Et on est vraiment coupé et isolé de tout. Hein. Je sais pas si vous avez été commandant. Alors moi je suis allé aux îles Fairway, mais pas sur Streymoy. Oui, parce que c'est un archipel, hein, faut le préciser. Voilà. Effectivement. Mais on est un peu coupé de tout et c'est vrai qu'on est pile entre l'Islande et l'Écosse, un peu perdu au milieu de nulle part. Ce qui n'est pas forcément toujours désagréable d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Effectivement. Un archipel de 18 îles. Et ici, on se croirait tout droit dans un récit de Tolkien avec le Seigneur des Anneaux et la Comté. Ouais. Ces maisons recouvertes de pelouse, un peu trop angulaires pour Tolkien, mais ça prête à la rêverie quand même. Et nous voilà enfin arrivés en Islande. Oui, on retrouve le sud de l'Islande, Heimaey, dont on parlait tout à l'heure, ce fameux volcan Eldfell, qui est surnommé la montagne de feu aussi. Et c'est donc ce fameux volcan qui est entré en éruption en 1973, donc c'est il n'y a pas si longtemps, hein, ça fait 55 ans, et qui a entraîné d'ailleurs l'évacuation de tous les insulaires sur le continent. Donc voilà encore des histoires qui ont façonné justement l'histoire de l'Islande, avec un itinéraire qui s'achève à Reykjavik, on en parlait, la possibilité au terme de votre voyage de visiter la capitale avant de reprendre l'avion. De même que les itinéraires précédents, cet itinéraire de l'Écosse du Nord vers l'Islande est un itinéraire qui vous permet de profiter au moins une fois par escale d'une excursion incluse. Et on va passer à l'itinéraire suivant, qui est un itinéraire un petit peu différent des itinéraires que nous avons abordés jusqu'ici, puisqu'il est un peu plus que les autres placé sous le signe de l'exploration, de l'expédition, avec, pour ce cas-ci et non pour les autres, des opérations, débarquements et balades en Zodiac, alors que jusqu'ici, la majeure partie, sinon la totalité des escales, étaient réalisées avec les chaloupes. Donc, on va pouvoir passer en revue cet itinéraire de 13 nuits au départ de Longyearbyen au Spitsberg. Nous sommes au mois d'août 2026 avec évidemment énormément de découvertes sur cet itinéraire dont vous allez peut-être nous donner plus de détails. Je commencerai par vous raconter cette anecdote. Voici
le bureau de poste le plus septentrional du globe. Il se trouve au Spitzberg, juste à côté du musée qui se trouve derrière, qui est lui aussi un musée tout à fait intéressant, musée local sur cette escale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet itinéraire? Est-ce que l'un de vous deux a pu déjà le faire en tout ou en partie? Alors moi, j'ai pas fait l'itinéraire en lui-même, mais je suis allé sur tous ces endroits-là par d'autres itinéraires. Mais non, mais c'est absolument fabuleux. On est en plus là, on est vraiment encore plus près du pôle. On bascule totalement dans l'Arctique. Les paysages n'ont plus rien à voir avec l'Islande. On est vraiment dans du désert, quelque chose de très minéral. Vous voyez, l'herbe, elle est rase. Il y a pas forcément toujours de l'herbe. Beaucoup de neige, des glaciers, des montagnes à pic. Ny-Ålesund, c'est la ville la plus au nord du monde. Voilà, c'est aussi simplement que ça. Donc on est à 78 degrés et des brouettes. Voilà, c'est grandiose. Ouais, je reviens sur la carte pour situer nos internautes et moi-même. Je me sens un peu perdu. J'ai pas encore eu la chance de naviguer dans ces régions. Vous partez effectivement très très au nord, avec Ny-Ålesund qui est la première escale de cet itinéraire. En fait, on démarre de la région de Longyearbyen. Alors comme on est, comme le disait tout à l'heure le commandant, on est dans un mode d'expédition. Donc ça veut dire que oui, évidemment, on fait tout pour aller en expédition à Ny-Ålesund. Vous voyez qu'il y a ce petit cercle rouge ce petit cercle noir pointillé autour de cet archipel du Spitzberg, du Svalbard. Et ce qui veut dire que, en fait, on va aussi s'adapter aux conditions météorologiques qui sont là-bas. Et c'est toujours la même idée. On va avoir un plan A, un plan B, un plan C, etc. pour toujours proposer quelque chose. Et il y a un proverbe inuit qui dit que seul le temps et la glace sont maîtres. Voilà, c'est vraiment le cas. On ne décide pas d'aller contre la glace, on ne décide pas d'aller contre le vent. Mais on essaie toujours de proposer des belles choses. Ce petit dicton doit en effet être gravé à bord de nos navires. Pour nos nouveaux passagers qui nous découvrent, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme Jean l'a signalé, ce petit cercle ne donne pas réellement de détails sur l'itinéraire que va emprunter le navire, puisqu'on ne peut pas le connaître à l'avance. Tout dépendra de la météo et des conditions de glace. Mais c'est vraiment important de le souligner. Oui, il faut être mobile, il faut être ouvert à l'opportunité, il faut se tenir prêt. Il est possible que vous réveilliez les passagers très tôt matin ou très tard le soir parce que les conditions permettent une observation exceptionnelle et on doit vraiment prendre l'avion avec cet état d'esprit et incarner cet état d'esprit jusqu'au terme du voyage. C'est essentiel. Alors, on va repasser en revue quelques images pour rêver un peu. Vous êtes à l'île Jan Mayen, c'est au Svalbard. Il s'agit d'une île qui n'est pas officiellement habitée, quoique occupée par des scientifiques, quelques scientifiques à l'année, quelques météorologues, avec un sommet qui culmine à près de 2300 mètres par temps clair. Il s'agit d'une navigation à couper le souffle, avec le boréal ici en photo, si je ne m'abuse. Ça devait être une journée tout à fait exceptionnelle et la possibilité d'observer quelques cétacés dans la baie, y compris des petits rorquals, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, magnifique. Tout à fait magnifique. Et nous voilà au Groenland. Jean, c'est une escale que vous connaissez, la région d'Itokortomit, c'est correct? Itokortomit. Oui, effectivement, c'est alors les mots islandais c'est compliqué, les mots groenlandais c'est encore plus compliqué, mais souvent on double les consonnes, les voyelles, et puis on n'est toujours jamais trop loin de la vérité. Donc effectivement, on parle d'Ito, c'est plus simple souvent quand on va là-bas. Là on est complètement au Groenland, sur la côte est du Groenland, donc c'est une côte qui est quand même difficilement accessible. On a de la banquise qui dérive depuis le nord et qui vient se plaquer contre cette côte. Donc, qui dit banquise dit aussi, alors on peut jamais en être sûr, mais qui dit banquise peut aussi dire ours. C'est une région où il y a des ours polaires. Les gens d'Itokortomit, les chasseurs, ont d'ailleurs des quotas, comme toutes les communautés du Groenland, pour un certain nombre d'ours polaires à chasser. On peut aussi les voir. Et puis surtout, on rencontre le peuple inuit. Et ça, c'est une découverte, une rencontre qui est assez bouleversante. Intéressant, tout à fait intéressant. J'en ai entendu que du bien.
Et voici un champ de lupins. Mm. Alors au Groenland, ouais, il y a beaucoup de faune. Alors il y a beaucoup de glace, beaucoup de roches et tout, mais il y a aussi beaucoup de faune, de flore, pardon. Là, c'est alors effectivement du lupin. Alors on est de nouveau là en Islande, mais ça me permet de rappeler que au Groenland aussi, il y a beaucoup de faune et de flore. On y trouve des bouleaux, des saules nains. Alors petite expérience personnelle de l'année dernière. Méfiez-vous quand on vous dit que c'est une forêt de saules nains. Généralement, ils font 20 cm de haut. Et moi, je me souviens que je ramenais un groupe de passagers d'une petite randonnée. Et puis finalement, en fait, la forêt de saules nains est devenue saule moyenne. Et on s'est retrouvé avec des saules qui étaient au-dessus de nous. Et voilà, c'était vraiment l'expédition. Bon, tout le monde est rentré sans problème, tout le monde a adoré. Mais voilà, méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'il y a que des saules nains au Groenland. C'est faux. Ah oui, non, ça, la déception a dû être terrible pour nos passagers. On nous avait dit des saules nains et on nous a donné des saules moyens. Exactement. Triste expérience. Et de retour à Reykjavik avec cette image et toujours ce contraste entre la mer, les sommets, la glace, la végétation et la présence de l'homme, bien sûr. On va passer en revue, après tous ces souvenirs, toutes ces rencontres, toutes ces images, les différents navires. Alors, majorité d'entre nos internautes aujourd'hui connaissent la flotte. On sera donc rapide. Globalement, on a abordé 2 familles de navires que nous appelons dans le jargon les PEX et les Sister Ships. Entendez les Explorer et les Le Boreal Series. Le Boreal Series, les Sister Ships, ce sont ceux que vous avez devant vous. Ils sont 4, presque identiques, en tout cas identiques techniquement, le Lyrial, l'Austral, le Boreal et le Soleal. 3 d'entre eux abordent les destinations dont on a parlé aujourd'hui. Ce sont des navires qui ont été construits et livrés avant les Explorers qui sont un tantinet plus courts, mais qui sont eux aussi des petites unités adaptées aux navigations typiquement dans les fjords dont on a parlé aujourd'hui. Certains de nos passagers habitués préfèrent l'un, d'autres l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue du tout. Ce sont des navires de petite capacité avec vraiment beaucoup de confort, des espaces privilégiés dédiés à la navigation, à l'observation. Et puis, s'il fallait vraiment faire la différence entre ces 2 familles de navires, il y a sur les Explorers que vous avez ici cette Marina qui se trouve à l'arrière, qui est idéale pour un certain nombre d'escales où il est intéressant d'opérer en Zodiac à l'arrière, puisque peuvent peut-être déployer cette marina amovible. C'est un outil plutôt utile, hein, mais a priori mieux adapté aux eaux chaudes. Et il y a ce fameux salon Blue Eye, qui est un salon sous-marin. Il ne s'agit pas d'un salon d'observation sous-marine, attention, c'est un piège qui peut faire des déçus. Il s'agit d'un salon sensoriel, une expérience multisensorielle, c'est le but. L'objectif, c'est d'aller y passer un quart d'heure, une demi-heure et de vous laisser envoûter par les couleurs, les images, l'espace et effectivement les vibrations qui sont retransmises dans les assises des fauteuils, les vidéos et puis la lumière qui passe par les sabords. Mais vous ne verrez en aucun cas de faune sous-marine, ou alors vous êtes vraiment très chanceux. Ça, c'est le fameux Salon Blue Eye, qui est une prouesse en termes d'ingénierie absolument incroyable, et un lieu privilégié pour se détendre. Et puis, ces Sister Ships, on y revient, qui sont sensiblement plus grands et dont la piscine se trouve au pont 6, alors que celle des Explorers se trouve au pont 3, avec un espace extérieur qui se trouve au pont 6 ici, et un restaurant grill, toujours 2 restaurants sur nos navires. Dans le cas des Sister Ships que vous avez ici, les 4, vous avez toujours le restaurant gastronomique, dit le restaurant principal, vous êtes servi à table, à la carte, et puis un restaurant plus décontracté, formule buffet, à cheval entre l'intérieur et l'extérieur, il se trouve au pont 6. C'est à peu près le même principe sur les Explorers. Vous avez ce restaurant principal toujours gastronomique, servi à table, servi à la carte, et puis un restaurant plus hybride, celui-là, qui vous permet de vous installer autour de la piscine et de profiter d'un repas de façon plus décontractée. Mais la formule
et l'ambiance est sensiblement différente du restaurant du Pont 6 des Explorers. Bref, je vous renvoie au site internet ou au catalogue si vous avez plus de questions sur nos navires. La majorité d'entre vous les connaissent. On jette un coup d'œil rapide aux offres et avantages Ponant. La grande majorité d'entre vous sont des habitués, des passagers qui ont déjà voyagé avec nous et qui souhaitent recommencer ou en tout cas l'ont fait plusieurs fois. Ils appartiennent dès lors à notre programme de fidélité, le Ponant Yacht Club. Vous avez ici un exemple d'une carte de membres Commodore. Et pour l'anecdote, les deux passagers qui se trouvent au premier plan de l'image en bas à gauche sont un couple de passagers belges qui étaient à bord de l'Austral et qui nous écoutent peut-être aujourd'hui il y a quelques mois. Ils étaient venus avec leur famille pour célébrer leur anniversaire. Des gens absolument adorables. J'espère les recroiser un jour. Et il y a, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, nombre d'offres pour des voyages pour lesquels il n'y a pas de supplément single. Et enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous connaissez la flotte, de parrainer de nouveaux passagers, ce qui leur ferait bénéficier de 500 € de crédit à bord et ou de réduction. Et la même chose pour vous, pour être leur parrain. Si vous avez la moindre question, vous souhaitez vous intéresser aux voyages, aux itinéraires, voici les contacts. Ils sont aussi disponibles sur notre site internet, mais vous pouvez d'ores et déjà en prendre note ici. Encore une fois, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je vous rappelle que cette présentation, ce voyage d'aujourd'hui sera entièrement rediffusé et disponible sur la chaîne YouTube de Ponant, chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver les webinaires des mois précédents sur différentes destinations et navires. Je voudrais tout particulièrement remercier nos invités d'honneur aujourd'hui. Commandant Jean, merci infiniment pour votre présence, pour vos éclairages. Ça donne envie d'y aller. Moi, le premier. Ça donne envie d'y retourner. Eh oui, oui, effectivement, ça donne envie d'y retourner pour ceux qui il y aura peut-être parmi nous aujourd'hui des passagers qui sont déjà allés et qui voudront y retourner. Et avant de vous quitter, avant de se quitter, je vous propose comme promis de répondre à quelques questions que nous ont posées les passagers ou les professionnels du voyage durant ce webinaire. Alors la première question s'adresse à vous, Jean. Elle vient de l'un de nos passagers qui demande quand est la meilleure période pour profiter des couleurs des macareux. Alors pour les macareux moines, du coup, la période nuptiale, elle est sur avril, mai, juin. À partir de juin, il y a les œufs qui sont encore couvés, donc il y a 40 jours de couvade. Donc du coup, ça laisse du temps globalement entre avril et début juillet. On peut sans problème voir ces becs rouges. Entre avril et juillet, oui. Ouais. Donc, la majorité de nos itinéraires sont a priori sur cette période. Oui, bien. Commandant, une question pour vous peut-être. Certains de nos passagers s'inquiètent des conditions météo ou tout au moins ont besoin de conseils pour la tenue vestimentaire. Faut-il prévoir des couches épaisses pour ces sorties? Il vaut mieux prévoir des couches épaisses pour ces sorties, même si c'est l'été. On reste quand même dans des latitudes très nord, donc en effet, il ne faut pas s'attendre à avoir des températures estivales de 25 degrés. Donc oui, je conseille quand même des pulls, des sous-couches, surtout si vous partez en excursion, en randonnée. Je pense que Jean ne me contredira pas sur ce point-là. Des bonnes chaussures de marche, des bons pulls et une bonne parka, et vous profiterez pleinement de l'Islande. Et qu'en est-il de la couverture neige? Est-ce que au plus fort de l'été en Islande, la neige est présente partout? Alors oui, on a encore des chutes de neige. Je crois que moi la chute de neige qui m'a le plus étonné, c'était à la mi-juillet et j'ai dû mettre le bateau à quai sous une tempête de neige. Donc on peut encore avoir de la neige et sur les hauteurs, de toute façon, les sommets sont toujours blancs. D'accord. Bon, eh bien, c'est encourageant.
Une question pour vous, Jean, chef d'expédition sur certains de nos itinéraires. Confirmez-vous la présence de guides naturalistes francophones sur 100% des départs? Alors, à partir du moment où il s'agit d'une croisière expédition, oui, il y a des guides qui sont des équipes, alors qui sont bilingues souvent, voire plus, mais qui, dans tous les cas, les guides francophones sont là et sont tout à fait expérimentés et ils parlent très bien français. Enfin, voilà, comme vous et moi, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, tout à fait. J'ai pas connu d'itinéraire où la majorité de l'équipe d'expédition n'était pas au minimum parfaitement francophone. Ouais. Les aurores boréales sont-elles observables sur toute la période qu'on a abordée? Alors, quand on est en début de saison ou en fin de saison, on a quand même beaucoup plus de chance parce qu'effectivement, il faut qu'il fasse nuit. Il faut qu'il y ait de la nuit pour voir des aurores boréales. En fait, il y a ces deux contraintes. Il faut qu'il y ait de la nuit et il faut qu'on soit le plus au nord possible. Donc, à partir du moment où on s'approche du cercle polaire, on valide cette deuxième condition. Encore faut-il qu'il fasse nuit. Ça, c'est quand on s'éloigne de juin d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, avril jusqu'à début mai, on peut peut-être avoir encore un petit peu de nuit. Après, sinon, c'est plutôt fin août. Nous, on en a encore vu cet été. Fin août, on a vu des aurores boréales. Voilà. Fin août, début septembre, en effet, ce sont les premières. Oui, d'accord. Donc, effectivement, restez attentifs et alertes. Ouais. Bon, eh bien, encore une fois, mille merci à toutes et à tous et merci à vous, commandant. Merci, Jean, pour votre participation, votre présence, votre temps. Nous espérons vous recroiser sur nos navires, chers passagers. Jean et commandant, j'espère avoir le plaisir de vous recroiser à bord avec nos passagers. Comme ça, la famille est réunie pour un voyage, peut-être en Islande, peut-être ailleurs. Retrouvez-nous sur les plateformes citées précédemment. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. On vous dit rendez-vous le mois prochain pour aborder la Polynésie française. Bonne fin d'après-midi, à tout à l'heure et merci. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.